Merci Didier, merci Pierre. Je me régale de me retrouver ici, dans cette merveilleuse ville, dans ce centre de congrès tout à fait unique au monde, de retrouver mes anciens copains de jadis, d'aussi faire des connaissances de les nouvelles générations des interventionnels de la France et aussi du reste de l'Europe. Le bilan sur 4 ans, et puis ça sera un peu, je crois, le topo de toute cette réunion, est assez intéressant, surtout pour ceux qui n'ont pas été là au début. Moi, j'avais la chance, comme quand même pas mal des gens aussi qui sont au pupitre là, qui ont vécu ça presque du début. Comme vous voyez ici, c'était au fond pas tout à fait au début de la cardiologie interventionnelle que Grünzig avec moi comme assistant, si vous voulez, avait effectué sa première dilatation coronaire, parce qu'il y avait d'autres choses qui se faisaient avant, mais c'est certainement l'angioplastie coronaire qui a ouvert, qui a pavé le chemin pour la cardiologie interventionnelle, parce que c'était la première intervention, disons, fréquente à faire, à considérer. La seule chose qui est vraiment absolument indispensable depuis, c'est fait ici en France, comme on a déjà entendu en 86, Jacques Buel avait implanté pour la première fois un stent et aujourd'hui on ne peut plus imaginer l'angioplastie coronaire sans stent. D'ailleurs, la seule autre chose qui est vraiment importante, qui est très fréquente à faire, celle-là origine aussi de la France, Alain Cribé, avec le remplacement de la valve aortique percutanée. Je peux résumer un peu ce qui s'est passé dans ces presque 40 ans, là, de 1977 à aujourd'hui. Il y a certainement ici, dans le soleil, il y a le ballon qui est toujours, disons, la base de toutes ces interventions. Il a été couronné grâce à Jacques Buel en 86 par la couronne et est devenu le roi ballon maintenant. Et puis aussi, surtout en France, on avait commencé à utiliser des stents actifs. Le groupe de Marie-Claude Maurice, Thierry Lefebvre étaient les premiers de publier ça, et ça a certainement ajouté aussi pas mal d'efficacité à cette technique. Tout le reste est ou bien jamais monté au plein soleil ou redescendu en dessous des nuages, et on peut se passer de tout ça. Je ne veux pas couper l'herbe sous les pieds de ceux qui vont parler après moi, et ils vont certainement savoir se défendre, mais à mon avis, tout ce dont on a besoin pour faire un bon travail, c'est le ballon et le stent. Le stent actif, bien sûr. Andreas Grünzig, qui est un peu le père de l'angioplastie coronaire, malheureusement est décédé très jeune, à 46 ans, et nous pouvons que nous imaginer, si vous regardez son visage, comment serait son apparence aujourd'hui s'il avait vécu, et actuellement il aura 97 ans. J'espère qu'Andreas et Tom Selleck me pardonnent ça. Mais ce qui était le principe d'Andreas Grünzig, il ne faisait que les choses auxquelles il croyait vraiment. Et comme vous voyez ici, quand il avait 45 ans, il voulait savoir comment l'état de ses coronaires était. Et puis il avait dit, je vais faire une coronarographie. Et ici, vous le voyez à la fin de cette coronarographie, il aurait certainement, s'il avait eu besoin aussi, fait faire une angioplastie sans hésiter. Et après ça, il est allé danser le même soir. Alors, vous voyez, même avec l'approche fémorale à l'époque, on pouvait faire ça. Et il était sans stress, ce qu'on ne peut pas dire de Patrick Whitlow, qui avait fait l'examen ici, qui avait un peu plus de stress que Grünzig. Mais Grünzig y croyait vraiment. Et voici, maintenant, vous voyez comme c'était dans le laboratoire où la première angioplastie coronaire se faisait avec Grünzig, qui était en train ici de travailler. Et vous pouvez bien voir qu'on ne voyait absolument rien sur l'écran. Et les gens un peu plus âgés ici savent qu'on ne voyait vraiment rien. Il n'y avait qu'après, quand on avait développé les films de 35 mm qu'on voyait effectivement ce qui s'est passé. Et moi, je me doutais aussi à ce moment, comment Grünzig, il voit ce qu'il fait. Moi, je ne voyais rien sur cet écran. Et là, vous voyez qu'effectivement, il y avait, excusez-moi, il y avait
Ici, la sténose qui était déjà chronographiée 2 jours avant. Il y avait le ballon qui passait, le ballon était gonflé et le résultat qui avait l'aspect vraiment en ordre. Mais Gründzik se basait effectivement sur les pressions. Là, la pression distale sur ballon après qu'il passait la sténose et après, pendant qu'il gonflait, il n'y avait plus de pression distale, pas de collatéral. Et après le dégonflage, même avec le ballon à travers, presque une égalisation de pression. Aujourd'hui, on mesure ces pressions pour le FFR et j'y parlerai dans un moment. Mais là, c'était vraiment nécessaire parce qu'on ne voyait rien en salle de cathé. Ici, le suivi de ce premier patient qui se trouve toujours en assez bon état général. Et là, vous voyez qu'il avait 2 interventions en plus. Il avait en 2000 un stent que je plaçais ici proximalement de la sténose initiale, qui était un peu plus distale. Mais à 37 ans après son intervention, il avait quand même à nouveau des douleurs et puis il avait une sténose qui était à peu près au même endroit, mais aussi un peu dans le stent qui avait été placé. C'était un stent passif qui était placé en 2000. Et puis, vous voyez que son ventricule était toujours tout à fait en ordre. Et puis, j'ai mis un stent actif cette fois sur l'IVA proximal qui couvre un peu l'ancienne sténose et la deuxième sténose en une fois. Et il avait aussi pour la première fois quelque chose sur sa couronne droite qui a aussi été corrigé ici en même temps. Depuis, à nouveau, il va bien, il n'a plus de symptômes. Ici, vous voyez, 6 mois plus tard, après son test effort qu'il est venu faire chez nous, et vous voyez ici à côté de la buste d'Andreas Gründzik en très bon état. Là, vous le voyez au jeune âge, quand il avait sa première intervention par Gründzik. Andreas Gründzik nous a mis un peu à côté des chirurgiens. Les anciens cardiologues étaient des cardiologues diagnostiques. Rien n'est faux avec ça, mais souvent, il y avait un peu la réaction du patient qui était un peu celle-là après qu'on lui avait seulement dit ce qu'il lui manquait, ce qu'il ne devrait plus faire. Et le patient, de sa part, a réagi souvent un peu comme ça. Ça, c'était fini avec Andreas Gründzik. Nous étions maintenant les réparateurs. On pourrait offrir, comme les chirurgiens le peuvent, des réparations. Pour revenir aux chirurgiens brièvement, les chirurgiens n'étaient pas très heureux de ce que Gründzik avait amené. Le pontage, l'opération pontage n'avait qu'environ 9 ans à l'époque. Elle était aussi très jeune. Et puis, il ne voulait certainement pas de compétition. Et c'était un peu le futur prédit par la chirurgie cardiaque à la PTCA au début de son existence. Ils se sont trompés. Aujourd'hui, je crois qu'il faut un peu suivre celui-là. Bonne clôture font les bons voisins. Ça pourrait être de Joe Glidden. Vous ne savez peut-être pas qui est. Ce n'est pas un philosophe, mais c'est l'inventeur du fil de fer barbelé. Mais il pourrait bien avoir dit ça. Et il faut aussi dire que pour travailler avec les chirurgiens, bien sûr, il n'y a que un nombre limité de patients. Et puis, si les chirurgiens et les cardiologues interventionnels veulent manger, on est quand même un peu harcelés ensemble et ça ne va pas comme ça. Comme vous voyez, même si on s'efforce plus, ça ne va pas. Alors, il faut se mettre ensemble, utiliser jointement les têtes et puis on arrive à la solution qui est celle-là. On mange ensemble. D'abord, ces patients, après ces patients. Mais il y a quand même un mais parce qu'il faut faire penser au chirurgien que vous partagez, mais vous bouffez beaucoup plus rapidement que lui. Et c'est un peu ce qu'on fait. Et pour nous, c'est très, très simple de gagner le patient de notre côté parce qu'on dit au patient, pensez un peu si vous allez à la chirurgie ou si vous restez avec moi, comme le jour après l'intervention va se présenter. Si vous restez avec moi, ça serait un peu comme ça. Si vous restez avec les chirurgiens, c'est un peu comme ça. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont les mêmes. Vous voyez, les 2 patients sont semi-comateux et puis ils ont les 2 un peu besoin de quelqu'un qui voit leurs besoins. Ils ont les 2 aussi un pansement et puis les 2 ont aussi besoin d'avoir un peu de liquide.
comme ici, mais ce n'est pas la même chose. Et le malade va toujours choisir le côté gauche. Mais nos amis chirurgiens, ils ne sont pas inutiles. Il y a toujours des cas, heureusement, maintenant qu'on fait l'échographie beaucoup plus précocement qu'il y a 20 ou 30 ans, il n'y en a plus tellement, mais il y en a toujours des cas comme ça où si moi j'avais ça, j'irais sans hésiter aussi à la chirurgie et pas à l'angioplastie coronaire. Il y a même encore les situations où ni nous, ni les chirurgiens peuvent vraiment aider. On appelle ça le cœur vilain et c'est assez intéressant qui est l'auteur de cette publication canadienne. Il s'appelle Joli Cœur. Voici ce que Grünzig nous a aussi donné, ce n'est pas seulement l'angioplastie, il nous a donné aussi la manière d'enseigner l'angioplastie, ses cours en direct, live courses. Et ça, c'est un des cours. Et puis, Bernard et Didier ont déjà participé à l'époque à ces cours-là à Zurich. Et puis, vous voyez qu'il y a la Grünzig qui était l'hôte de ces cours. Moi, j'ai été aussi là-dedans à côté de sa mère qui était très, très fière de son fils, à juste titre. Mais il y avait aussi, cette année 80, il y avait Charles Dotter qui était le premier qui travaillait avec des cathéters dans une artère humaine. Et puis, il y avait Mason Soanes qui travaillait du bras et il y avait Judkins qui travaillait de la jambe. Et cette... disons, différence à bord par le bras, à bord par la jambe est à nouveau très active. Il était à l'époque, Soanes avait 90% des gens qui travaillaient avec sa méthode et Judkins lui avait volé ces 90% et pendant des décennies, tout le monde travaillait de la jambe. Et les deux, on dit, ne sont jamais plus approchés que ça. C'était le plus proche qu'ils ont jamais été. Ils se détestaient. Malheureusement, ces 4 pionniers sont tous morts en 85, dans la même année, qui était une année tragique pour la cardiologie interventionnelle. Et il faut s'imaginer, les jeunes ne peuvent pas s'imaginer en 80, le seul endroit mondial où on pouvait acheter des ballonnets pour faire la dilatation coronaire était celui-là. Et vous pensez maintenant de voir le magasin, mais ce n'est pas le magasin était ici en bas. Alors tout le monde, y inclut d'autres, Mason Soanes, Judkins, pour acheter un ballon de dilatation. Ils ont dû frapper à cette fenêtre et puis ils ont dû payer comptant. Il n'y avait pas de chèque de carte crédit. C'est là où on achetait le seul endroit mondial pour acheter des sondes pour dilater. Maintenant, je vais juste prendre 2-3 exemples des choses qui m'ont quand même montré que le bateau angioplastie, parfois, c'est quand même un peu égaré de la bonne course, de la bonne direction, heureusement, normalement, seulement pour un certain temps. Et pendant 10 ans, on a commis l'erreur de distinguer entre stent actif et stent passif de cette manière, ce qui s'est depuis démontré qu'être complètement faux. On avait vu que ces premiers stents actifs, Thierry s'en souvient bien, avaient effectivement un certain défaut. Bon, il y avait des problèmes aigus, mais ça en avait sans stent, avec des stents passifs aussi. Mais après, la thrombose de stent continuait et semblait jamais céder. Et aussi, l'autre stent initial, c'était le Cypher, l'autre était le Taxus, avait le même problème, qu'il avait des stents, des thromboses tardives. Et ça nous faisait peur. Et à cause de ça, on n'osait pas de mettre des stents passifs de la première génération quand on avait peur qu'il y avait une nécessité d'arrêter les antiplaquettaires, de faire une opération. Maintenant, avec les nouvelles générations de ces stents actifs, on n'a plus vraiment ce problème. Déjà, aiguement, il y a moins de thrombose et ça ne accumule plus. Mais ce qu'on avait complètement ignoré, c'était que les stents passifs, déjà par rapport aux stents actifs de la première génération, avaient beaucoup plus de thrombose. Dans la première année, c'est seulement dans la deuxième année et plus tard que ça croisait avec quelques-uns de ces stents passifs de la première génération, ce qui n'est plus le cas. Alors déjà, avec les premières générations, on n'aurait jamais dû donner un stent passif juste parce qu'on avait peur d'une thrombose de stent dans la première année. Il y avait déjà du
du premier stent actif, moins de thrombose aiguë, il y avait seulement un peu plus de thrombose tardif. Et en regardant ça, on a conclu qu'on devrait non plus utiliser ces stents actifs s'il y avait un risque de thrombose, une opération nécessaire, etc. au premier moment. Ça, c'était toujours faux. Et maintenant, avec ces stents actifs très, très performants, c'est encore plus faux. Alors, il y avait déjà pas d'indication. Certainement, il n'y en a plus maintenant pour utiliser des stents passifs. Ici, ce cliché de Joner, Michael Joner, explique ça très très bien. Là, vous voyez le stent passif qui a une couverture très très homogène, mais un peu trop de tissu, comme ça on avait des resténoses dans le stent. Avec les premiers stents actifs, on avait beaucoup moins de couverture et c'est pour ça qu'il y avait des fissures tardives sur les trabécules des stents qui étaient mal couverts. Et ça pourrait, quoiqu'il n'y avait quasiment pas de resténose avec le Cypher, il y avait des thromboses tardives. Maintenant, le Taxus était encore pire, il souffrait un peu des poux et des puces parce qu'il avait aussi sur les trabécules, il avait une couverture très très mince qui pouvait faire des thromboses tardives, mais entre ces trabécules, il y avait aussi un peu de surdéposition de l'endothèle et il y avait des resténoses. Il y avait des resténoses plus les thromboses. Tandis que les stents modernes, ils ont maintenant une couche homogène mais assez mince. C'est comme ça, on n'a ni de resténose ni de thrombose tardif. Alors, on a fait ses affaires, l'industrie a fait ses affaires et le problème est résolu. Et ainsi, on peut voir un peu, en résumé, la situation de l'angioplastie coronaire. Au début, commençait comme ça, on voulait sauver des vies, mais c'est difficile parce que la maladie coronaire, elle est un assassin, mais elle tue lentement. Si je reviens là sur... ça commence à... Attendez, si on peut me reculer. Voilà. Non, ça recule maintenant beaucoup plus. Comment je peux arriver de nouveau? Attendez, j'ai un petit problème là, ça a reculé. Je vais juste vous montrer que si j'arrive de nouveau à... Je ne sais pas ce qui s'est passé là. On récapitule encore une fois les 40 ans, mais pas que je voulais ça, alors on y arrive. D'accord. Alors, ce que je voulais dire, qu'au début, le pontage avait le potentiel de diminuer la mortalité, de sauver des vies. Tandis que le ballon tout seul ne l'avait pas, mais il était très proche à le faire. Mais après, avec les stents, on gâchait un peu ce potentiel parce qu'il avait l'occlusion tardive. Le ballon n'avait pas d'occlusion tardive. On avait les problèmes en salle de cathé, peut-être le lendemain, mais après, il n'avait plus d'occlusion. Tandis que les stents ont quand même tué des malades à distance. Et après, avec les stents actifs, les premiers, on n'avait pas d'amélioration. Il avait un peu moins de thrombose dans la première année, mais il en avait plus dans les années suivantes. Et c'est seulement que les stents actifs des générations récentes qu'on a de nouveau le potentiel de sauver des vies, un peu comme les chirurgiens. Et il faut un peu de temps, comme les collègues de Munich nous ont démontré, il faut un peu de temps pour démontrer ça. À 3 ans, on voit encore rien, mais quand on suit les patients à 5 ans, à 10 ans, on voit que c'est vraiment, ça fait du sens de corriger les sténoses coronaires. Et c'est pour ça que moi, j'aime pas le FFR qui nous fait pas corriger ces sténoses quand on devrait les corriger. C'est un peu comme si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui marche pas avec les freins de ma voiture. Alors, vous allez dans le garage, c'est la coronographie, vous faites le FFR qui est encore normal. Alors, il est plus de 0,8. Alors, vous dites, oh, ça a l'air de marcher, je ne vais rien faire. Et là, c'est deux possibilités. Soit vous faites... vous corrigez le problème et vous dilatez, ce que je fais, ou vous dites...
Non, 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 le FFR est normal, je ne fais rien. Et vous attendez un peu jusqu'au moment où ça ne va pas plus aller, mais vous ne savez pas quand c'est. C'est pour ça, à mon avis, ce n'est vraiment pas le pas à suivre. Et puis, on peut démontrer ça même par les données du FAME2 qui n'étaient pas publiées pour ça, il était publié pour montrer le contraire. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont démontré? Ils nous ont démontré, et ça je ne conteste pas, qu'avec les FFR, le risque de cette sténose. Et le risque est plus grand si le FFR est vraiment pathologique. Mais le risque n'est pas nul si le FFR est normal. Et pourquoi on ne veut pas aussi corriger ce risque-là avec les stents modernes? On peut le faire avec un risque de l'intervention tellement petit qu'il devrait aussi corriger ce risque, à mon avis. Et ce qu'ils ont publié avec, c'est mon ami Bernard Debruyne qui a publié ça, que j'admire, mais là, il nous a caché quelque chose. Ils nous ont publié dans le FAME2 qu'effectivement, si on fait le PCI, on a un suivi assez bon. Alors, il y a seulement 8% de problèmes dans les 2 ans qui suivent. Mais si on ne fait pas, c'était randomisé, on a 2 fois plus de problèmes. Bon, alors ils disent, ceux qui ont un FFR abnormal, il faut le faire. Mais le registre, ceux qui avaient l'FFR qui était encore dans les normes, ils ont dit on n'a rien fait et on a démontré qu'ils allaient aussi bien que ceux qu'on avait corrigés. Mais ils avaient oublié qu'ils auraient aussi pu diminuer peut-être par la moitié les problèmes de ce groupe-là et ils ont raté de faire ça, à mon avis. Ils n'ont pas rendu le meilleur service à ces gens. Et maintenant, l'étude future, il faut mettre vraiment mettre une fin à la FFR comme instrument de décision clinique. C'est un bon instrument de recherche parce que ce qu'ils ont fait aussi, une étude randomisée, ils voulaient randomiser 1700 patients, mais ils ont arrêté après la moitié, avec 800 patients, ont arrêté parce qu'ils ont vu que la mortalité était significativement plus haute chez ceux qu'ils avaient traités par le FFR, ça veut dire non traités parce que le FFR était normal, que chez ceux qu'ils ont traités de toute manière. Alors je crois, comme j'avais un peu deviné, comme j'avais toujours aussi fait dans ma pratique, il faut traiter ces lésions si le FFR est anormal ou pas. L'autre chose, c'était l'Absorb, qui aussi, quand il arrivait au marché, moi j'ai dit, on ne va pas l'utiliser parce que c'est un bon stent, mais il y a de meilleurs stents. Pourquoi on devrait mettre un stent qui n'est pas le meilleur? Et on avait déjà le Science, etc., le Resolute, qui sont meilleurs que l'Absorb. Et vous voyez ici que le docteur Katla, qui se trouve avec ses nouveaux DES sur cette île, il est assez content, il ne veut pas être... vraiment, il va être pris par ce bateau, il va rester tout seul avec ses desks qu'il a déjà. Et je crois maintenant avec le nouveau résultat, ça montre que ce n'est pas une résolution. Pour finir, ce cliché métaphorique, c'est comme ça qu'on peut voir la maladie coronaire. On peut aussi voir les autres maladies, mais la maladie coronaire marche très bien. On peut appeler ça le cours de vie ou la malédiction de vie si on élimine le O ici de course. Et puis la maladie coronaire, elle peut être démontrée là-dessus comme ça. Vous voyez, d'abord, on a mis sur cette haute plaine pour passer notre vie. Et bien sûr, on va arriver au dernier bout. Un jour, on va quand même tomber la précipice, mais on veut le faire le plus tard possible. Maintenant, la maladie coronaire, comme M. Bachmann, le premier malade, déjà à 40 ans, un peu moins, il a eu son premier problème. Et là, on peut dire maintenant, bon, il est stable, les médicaments l'ont stabilisé, et puis pourquoi faire quelque chose, il est en vie, il est stable, alors pas d'intervention. Mais Grünzig avait dit, bien sûr, on va intervenir là, et il est intervenu, et je crois qu'il a bien fait, quoi qu'il a encore eu une ou deux autres escapades, mais il est toujours là. Maintenant, ceux qui disent qu'il faut rester conservateur quand le malade est encore vivant, comme c'est le cas ici, elle est stable, ils ont dit que ce n'est pas nécessaire de faire quelque chose, mais ils oublient complètement, ils ignorent où ce malade ou la malade se trouve. Ce n'est pas un bon endroit, parce que même dans la meilleure des possibilités, la suite va être celle
si on suit ces conseils de fame et de courage, la suite, dans la meilleure des possibilités, va être comme ça. Et imaginez ce qu'il va faire s'il y a encore un deuxième problème et il n'y a plus de peuvent sauver le malade, mais nous, on ne peut plus le faire. Merci bien.